Le carton invité du Déj Matinal Info s'intéresse à la célébration de la Journée mondiale des enseignants. Et pour ce faire, je reçois Koudgou Robert Kaboré. Il est le secrétaire général du SINAFEB, le syndicat des fonctionnaires de l'éducation du Burkina. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Serge et merci de nous avoir invités. Pour parler de cette célébration, vous permettrez, nous allons regarder et écouter ce reportage que nous a proposé Sanata Seré, justement à l'occasion de cette journée dédiée aux enseignants. Robert Koudgou Kaboré est le secrétaire général du syndicat national des fonctionnaires de l'éducation du Burkina, SINAFEB. Avec plus de 23 ans d'expérience au service de l'enseignement burkinabé, Robert Koudgou est aujourd'hui agent à la direction générale de l'allocation des moyens spécifiques aux structures éducatives du ministère en charge de l'éducation nationale. À l'occasion de cette journée dédiée aux enseignants, il nous raconte avec passion son parcours dans le monde éducatif. Dès ma sortie, j'ai été affecté en province à 160 km de Dori. Et j'ai travaillé là-bas, j'ai tenu des classes du CP1 jusqu'au CM2, voilà. Et après ça, alors j'ai été à la direction provinciale en tant que responsable chargé de la gestion des ressources. Après la province où j'ai servi, au Sahel, j'ai été au Ganzourgou, et du Ganzourgou, aller servir chez moi, dans le Kourouéogo, et plus précisément à Souroubila. Et de Souroubila, je suis parti à Laï. Vous savez, le rôle même de l'enseignant d'abord, c'est de façonner les âmes. Donc, depuis l'école primaire, il faut travailler à éduquer, à transformer la pâte molle en une matière finale qui, au niveau de la société, serait utile et fera aussi œuvre utile pour la postérité. Selon le secrétaire général du SINAFEB, l'enseignant burkinabé est confronté à plusieurs difficultés. Et au titre de ces difficultés, les surcharges au niveau du travail, le mépris de l'enseignant vis-à-vis des autres couches sociales et la sous-rémunération. L'enseignant est celui-là qui est chargé de transformer la société. Ce sont ceux-là qu'on classe parmi aussi les sous-payés. Voilà, en tant que travailleur, vous verrez que l'enseignant sera, si on prend l'exemple du Burkina Faso, l'enseignant se trouve être le travailleur le moins rémunéré. Et quand vous voulez parler de la question de la rémunération, c'est comme si cela ne participait pas à la condition de travail du travailleur. Quand vous travaillez pour pouvoir transformer, en retour, vous devrez être mis dans les bonnes conditions, de façon équitable avec les autres corps pour pouvoir vous surpasser. Sinon même, l'enseignant devrait être le mieux rémunéré. Cette année, la Journée mondiale des enseignants est célébrée autour du thème « Valoriser les voix des enseignants vers un nouveau contrat social pour l'éducation ». Un thème qui vise entre autres à souligner l'urgence de faire entendre et de prendre en compte les voix des enseignants pour relever leurs défis. Donc valoriser la voix, c'est quoi? C'est permettre, c'est prendre en compte, que les autorités prennent en compte les propositions des travailleurs et qu'ils participent au processus décisionnel. Parce qu'on ne peut pas arriver à prendre des décisions justes, des décisions qui puissent permettre à améliorer le système éducatif sans impliquer les acteurs de premier plan, parce que l'enseignant, c'est l'acteur central du système dans la transformation de l'avenir de l'éducation. Et nous permet d'interpeller les autorités, de toujours prendre en compte tous les enseignants dans l'équité, la justice sociale. La Journée mondiale des enseignants, faut-il le rappeler, est célébrée chaque 5 octobre et ce depuis 1994. C'est l'occasion de célébrer la contribution des enseignants à l'éducation, mais aussi de réfléchir au soutien dont ils ont besoin pour déployer pleinement leur vocation. Alors, Koudgou Robert Kaboré, on vient de suivre et aussi d'écouter ce reportage à travers la radio Watt FM.
Quand on vous écoute, on a cette impression que l'enseignant est souvent incompris. Effectivement, avant de commencer, je dois féliciter tous les enseignants, tout le corps enseignant qui se bat pour, en tout cas, un Burkina meilleur, un Burkina développé. Alors, c'est vrai, l'enseignant a toujours été incompris. Et cette incompréhension découle de plusieurs facteurs. Alors, le premier facteur, c'est quoi? Et depuis un certain temps, vous savez, avec les réformes qui sont intervenues à travers PPTE, etc., pays pauvres très endettés, eh bien, il y a eu un recrutement massif d'enseignants où certains même disent, bon, même s'il n'y a pas du travail, mieux même, même si c'est l'enseignement, je vais aller faire. Est-ce qu'on peut se situer déjà en termes d'années par rapport au PPTE? Le PPTE, c'est 2001-2010. Voilà, donc à partir de ce moment, eh bien, l'image de l'enseignant a commencé à s'effriter. Ensuite, le recrutement qui se faisait, les enseignants arrivaient sur le terrain, ils pouvaient faire toute une année sans même un rond. Alors, ils partent même négocier avec certains boutiquiers, alors ils deviennent la risée de la population. Donc, quand on dit personnel de l'État qui doit aller souffrir comme ça pose un problème. Donc, ces faits-là ont amené à discréditer l'image de l'enseignant. Quand tu n'as pas à manger, celui qui t'a recruté ne te donne rien. Tu vas faire une année durant, sans être mandaté. Et on te dit de produire, c'est dans quelle dignité? Donc tout ça, ça a amené la population même locale à ne même plus avoir confiance à l'enseignant, qui ne voulait même plus dire que l'enseignement c'est un métier, c'est un travail. Voilà. Le fait de sa condition. Ou de sa condition. Donc la prostitution même était mieux que de faire l'enseignement en son temps. C'est quand même assez osé. Non, vous voyez, quand on vous envoie travailler, les moyens ne suivent pas. Qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Donc, ça fait que beaucoup de choses ont contribué à saper l'image de l'enseignant. Maintenant, c'est de travailler à rehausser l'image. Et ça, c'est l'œuvre de l'autorité que nous allons toujours travailler avec, parce que nous avons demandé la révalorisation. Et cette révalorisation, c'est quoi? C'est la considération même que la société puisse avoir avec l'enseignant. L'enseignant, c'est celui-là qui, par moment, des parents d'élèves même viennent frapper à l'école. Nous n'avons jamais connu ça. Donc, et l'autorité qui est chargée même de le protéger, le laisse entre les mains de ces paysans-là qui l'ont malmené depuis un certain temps. Et je crois qu'il y a à corriger l'image. Alors, si on vous suit bien, l'enseignant était valorisé jusqu'en 2001. Les déboires ont commencé à partir de 2001 à cause justement des PPTE dont vous avez parlé. Mais il y a aussi cette réalité, quand on a suivi et écouté le reportage que Sanata Siré a fait avec vous, il est ressorti au titre des difficultés, la surcharge au niveau du travail. C'est quoi cette surcharge exactement? Quand on parle de surcharge, vous voyez, il y a d'abord la question d'effectifs. Donc, les effectifs sont par moments très pléthoriques, et l'enseignant qui doit commencer à préparer ses cours, puisque si je prends le primaire, c'est pas comme au secondaire. Même si tu as tenu une classe de CP cette année, l'année prochaine encore, il faut passer toute la nuit à écrire, à préparer les cours, et dormir autour de 3h, 4h du matin, corriger les cahiers, etc. Et se lever très tôt le matin pour reprendre choses. Donc, vous voyez, sur le plan même psychologique, ça pèse sur l'enseignant, et par moments d'autres même pics de crise. Voilà, et quand ils piquent de crise, ils ne sont même pas suivis. Donc tout ça, c'est en fait la question de l'effectif. Et il y a le volume aussi de travail. Le volume de travail, il y a des innovations qui viennent chaque année presque. Voilà, donc de telle sorte que il est surchargé. Il est surchargé à ce niveau. Maintenant, comment faire pour alléger sa tâche? Ça également, il faut qu'on arrive effectivement avec les autorités à avoir des ateliers pour pouvoir réfléchir sur sa condition, comment pouvoir alléger. Il y a des disciplines peut-être qui, on pourrait revoir
comment il faut les agencer pour prendre en compte l'aspect économique, culturel, voilà, et civique même, en ce qui concerne les aspirations de notre peuple actuel. Vous avez parlé de la surcharge des effectifs pléthoriques plus tôt. Autrefois, on se souvient qu'il y avait des classes où on avait au bas mot 2 enseignants par classe, compte tenu d'un certain nombre d'effectifs que l'on retrouvait. Est-ce que ça a changé aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, avec la crise sécuritaire, et ça... Vous allez voir qu'il y a certaines zones. Vous voyez, l'autorité est en train d'installer progressivement des villages où les écoles ont été fermées. Donc, et pour ne pas laisser ces enseignants dans la nature, eh bien, ils ont été redéployés dans certaines écoles où on peut trouver plus de 2 enseignants même par école. Alors, mais ça, c'est encore... bon, les effectifs de 2 pléthorique là, ça existe toujours. Ça existe toujours. Maintenant, c'est la condition, le co-enseignement. Je parlais du co-enseignement qui vient aider par rapport à la surcharge. Le co-enseignement même, bon, c'est le manque d'infrastructures qui fait que c'est un peu compliqué. Le co-enseignement, il y a 2 enseignants, par exemple, plusieurs enseignants. Et la préparation, je ne sais pas, chacun doit préparer aujourd'hui, l'autre demain, etc. Bon, ça également, il faut le voir, il faut réfléchir sur la question et que la solution plausible et la solution la plus idoine, c'est la construction d'infrastructures, c'est-à-dire pour pouvoir un accès en termes de capacité d'accueil des élèves. Là, en ce moment, ça permet de décongestionner les classes et faciliter également le travail des enseignants. Quand on fait le point aujourd'hui en 2024, quand on regarde, est-ce qu'on devient toujours enseignant par passion? Quand vous regardez comment se passent les choses au niveau de nos établissements publics et même privés? Alors, devenir enseignant par passion, ça veut dire quoi? N'est pas enseignant qui veut d'abord. Donc, enseignant, par exemple, celui-là qui dispose des qualités intellectuelles, des qualités physiques, des qualités morales, des qualités au niveau social, des qualités psychologiques. Donc, il y a tout cet aspect qui doit fonder, en tout cas, la personnalité de l'enseignant. Et c'est aussi quelqu'un qui doit cultiver et développer, par exemple, des compétences professionnelles. Et aussi, enfin, c'est également la personne qui doit être l'homme de changement et de développement. Alors, donc, c'est pour dire que la question de l'éducation n'est pas statique. Donc, et un enseignant qui n'a pas cette caractérologie, alors il serait difficile que des innovations qui interviennent, il ait des difficultés à s'adapter. Or, quand les questions élémentaires, ça c'est lors de l'enseignement en législation scolaire, ça permet même, vous prenez les enseignants du primaire, bon, même s'il y a des innovations, bon, ils voient que c'est des choses qui viennent s'ajouter, ça change le programme, etc. Mais ils s'adaptent. Vous voyez par exemple cette année, il y a l'introduction de l'anglais au CE1. Mais vous n'allez pas voir un enseignant du primaire qui va se plaindre parce que la formation de base, qui est la base même du métier, ils l'ont assimilé dès l'école de formation. Maintenant, s'il y a des difficultés, eh bien, les approches avec les autorités pourront permettre d'alléger un tant soit peu leurs conditions de travail. Voilà un peu ce que je peux dire. J'ai voulu comprendre si aujourd'hui en 2024 on est toujours enseignant par passion, parce qu'on connaît aussi la réalité au niveau de nos concours de la fonction publique, où souvent un candidat se permet d'aller déposer jusqu'à 12, 14 concours parce que compte tenu de sa situation économique, il tient à avoir de l'emploi, d'où la question, est-ce qu'on est toujours enseignant par passion aujourd'hui? Alors, dire qu'on est enseignant par passion, ce serait biaisé. L'enseignement par passion, vous voyez, aujourd'hui, chacun court pour chercher du boulot. On a formaté tout le monde vers la fonction publique. Or, l'enseignement devrait permettre aux travailleurs, comme le dit si bien la loi d'orientation,
à son article 13 qui parle de la finalité de l'éducation, qui est de faire du jeune burkinabé un citoyen responsable, productif et créatif. Mais tout ça, c'est vidé de son contenu. Donc, s'il est productif, eh bien, vous allez voir que quelles sont les bases même de notre économie. C'est l'agriculture, c'est l'élevage. Donc, c'est ce qu'on a appelé les activités péri- et parascolaires, voilà, qui doivent être menées à tout moment. Donc, la production, même l'enfant, va commencer à produire à partir de l'école. Secondo, il y a la question de la créativité. Donc, l'enfant doit pouvoir créer au sortir même du cycle scolaire. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, si tout ça était réuni, l'enseignement allait devenir une passion. Voilà pourquoi des gens ont la passion d'être agronome, au niveau de l'agriculture, de faire de l'élevage. Aujourd'hui, quand vous prenez les publicités commerciales et autres, voilà, des gens invitent d'autres personnes à venir se former en élevage, en agriculture, etc. Mais tout ça, c'est quoi? Qu'est-ce qui se cache derrière? C'est la recherche de gains là. Pour vivre, pour survivre ou encore pour subsister. Or, au niveau de l'éducation, aujourd'hui, on ne peut pas dire que celui qui vient au niveau de l'éducation, c'est la passion seulement. Ça, au moins, il faut qu'on relativise parce que c'est un corps même qui, au niveau des rémunérations, ce qu'on lui fait comme traitement, à comparer avec d'autres, quelqu'un qui est chargé de former les âmes, à comparer à certaines personnes, certains corps, nettement, il faut qu'on se le dise sans se leurrer. Vous touchez justement un aspect qu'on va développer maintenant, mais je me permets juste de rappeler aux auditeurs qui nous écoutent à la radio ATFM que vous êtes bien au DEJ Matinal Info dans le carton invité où nous parlons de la célébration de la Journée mondiale de l'enseignant avec Koudgou Robert Kaboré qui est secrétaire général du SINAFEB. Vous touchez tout à l'heure un point sur lequel on allait revenir amplement, c'est-à-dire quand on a suivi votre entretien avec Sanata Séré, au titre des difficultés, vous êtes revenu sur la rémunération de l'enseignant et vous ne semblez pas être satisfait. Bon, dire satisfait, c'est quoi? Et notre État a permis à une période donnée la violence. La violence qui devrait être la réponse, c'est-à-dire que lorsque vous ne constituez pas une force pour violenter l'État, l'État n'accède pas à vos requêtes. Non, mais sauf qu'il faudrait utiliser un autre terme. L'État n'a jamais appelé à ce qu'on utilise la violence pour se faire entendre. Quand je le dis, il y a l'État, mais il y a ceux-là qui sont chargés de gérer l'appareil d'État. Peut-être d'autres moyens de lutte, mais ici, je fais référence au terme violence. Non, quand je dis violence, c'est pas... c'est dire aujourd'hui, les choses peuvent changer. Mais avant, lorsque vous ne sortez pas pour crier, quand même que l'État sait que ce qui se passe là n'est pas bien, on ne vous écoute pas. Par moment, d'autres arrivent à des scandales, à scandaliser les biens publics. Tout ça, c'est l'État qui a permis. Parce qu'un État responsable doit savoir, vous-même en tant que père de famille, vous savez qu'en traitant de façon discriminatoire vos enfants, votre famille ne peut pas rester en sécurité. Votre famille ne peut pas être un havre de paix. Donc, pour ça, on a travaillé à ce que tel corps se mobilise. Au regard de sa mobilisation, qui fait peur aux dirigeants, eh bien, on se cache, voilà, on donne une rémunération faramineuse à d'autres corps qui sont là, bon, dont leur nombre même ne permet pas de faire la pression sur l'État. Eh bien, on les laisse de côté. Ou encore, si vous faites la pression... Au niveau du ministère de l'Éducation nationale, on a quand même le plus gros effectif au niveau de la fonction publique, ne l'oublions pas. Au niveau de l'éducation, à part l'État, je dois dire qu'au niveau du monde syndical même, il y a un problème. Allez-y. Le monde syndical, il y a certains syndicats qui pensent que, même si ce que vous dites, c'est une vérité, tant que ce ne sont pas eux, eh bien, on ne doit pas toucher à ça. Ce qui fait que ce qui se passe aujourd'hui, depuis 2017, nous avons interpellé tous les enseignants de faire très attention avec la lutte qui était menée parce qu'on les conduisait dans l'abîme. Et aujourd'hui, ça y est là. Ça y est là, avec un statut
qui dévalorise, un statut qui divise les travailleurs, un statut qui est discriminatoire, qui permet à d'autres avec des faveurs. Nous, par exemple, en tant que personnel d'administration et de gestion, on ne nous permet pas de faire les concours du MENA comme ça. C'est dans notre domaine. Et les autres viennent le faire. Et encore, par exemple, cette année, on a vu des personnels d'administration, on ne sait pas par quel bout ils sont passés, ils sont allés faire le concours, l'examen A3 par exemple, de ceux qui sont sur le terrain. Par quel truchement, on ne le sait pas. Donc pour traiter les gens, il ne faut pas permettre ce genre de choses. Donc, et vous avez été recruté suivant des qualifications, et pour pouvoir favoriser, faire des faveurs à l'ensemble des travailleurs, il faut que cette faveur-là touche tous les corps. Pour vous, il y a des faveurs qui ont été faites. Oui, mais si on métier, on a oublié les enseignants. Oui, si on permet par exemple à d'autres d'accéder à d'autres catégories à travers des examens, on abandonne d'autres. Qui par exemple? Les personnels d'administration et de gestion sont abandonnés. Donc, on ne vous permet pas d'aller faire le concours par exemple des inspecteurs. On ne vous permet pas d'aller faire... Donc, et ceux-là qui sont de l'autre côté peuvent faire votre concours. Vous voyez qu'il y a déjà quelque chose qui ne va pas. Or, nous tous, nous avons une base de formation enseignant. Voilà, nous avons une base de... Nous avons demandé en 2017, notre plateforme est toujours là, de quitter de la fonction publique fermée, c'est-à-dire fonction publique de carrière, à une fonction publique de métier. Maintenant, fonction publique de métier telle que c'est pris, c'est dangereux. C'est-à-dire dans la fonction publique de métier, bon, notre professeur Badope, qui est le professeur en droit administratif, peut nous dire la fonction publique ouverte, de métier là, ou fonction publique ouverte, en étant journaliste ici au privé, vous pouvez aller faire un concours dans le public, dans un média public. Et inversement, ça c'est la fonction publique. Les choses ne sont pas régies de la même manière. Voilà, maintenant, au sein du MENA, vous n'êtes même pas capable de choisir d'aller faire un autre concours. Bon, il y a un problème. Donc, ici, on ne peut pas parler de métier. Parce que l'application métier là, c'est du couper-coller. Sinon, dans la réalité, c'est pas ça. Donc il faut revaloriser l'enseignant, surtout au niveau de la rémunération également. On a vu aussi au cours du week-end des enseignants d'histoire-géographie qui ont fait une sortie au cours d'une assemblée générale et qui craignent d'être surchargés avec l'introduction de l'éducation civique. Vous avez certainement suivi cette actualité. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, d'abord, ce que moi je dois dire ou encore demander à ses camarades, ils n'ont qu'à revoir leur législation. Vous n'êtes pas d'accord avec ces enseignants d'histoire-géographie? Non, ça veut dire quoi? Par exemple, vous prenez au primaire, c'est-à-dire que les valeurs qu'on veut qu'on transmette, nous devrons les avoir en tant qu'adultes pour les transmettre aux enfants. Mais si on n'est pas capable de le faire, ça veut dire déjà qu'il y a un problème. Nous-mêmes, nous le mettons en cause dans la formation même que nous avons reçue. Puisqu'en réalité, nous ne semblons pas être des exemples pour les générations que nous sommes en train d'éduquer. Donc, l'éducation qui est différente de l'enseignement ou de l'instruction, c'est ça aussi. Au primaire, il y a l'éducation civique. Mais vous n'allez jamais voir de violence à l'école primaire. Mais la violence commence avec le secondaire, ou sur le plan psychologique. Donc l'âge de l'enfant, c'est dire que la période de l'adolescence, c'est la période où l'enfant même défie les règles. C'est la période même où l'enfant, vous avez des enfants à la maison, à un moment donné même, bon, vous dites de faire ça, c'est pas leur problème. Ils préfèrent même ne pas faire pour voir qu'est-ce que vous allez faire. Donc à ce niveau, on doit pouvoir poursuivre l'éducation civique pour permettre à nos enfants d'être des citoyens responsables. Et c'est l'alternative trouvée par le gouvernement qui a voulu insérer l'éducation civique, mais la crainte de ces enseignants d'histoire-géographie, c'est d'être surchargés. Oui, la surcharge dont ils parlent, puisqu'on a allégé, c'est dit dans leur volume horaire qu'on allège pour trouver 2 heures dans la semaine pour ça. Donc, alors on ne peut pas me dire qu'un enseignant qui a des qualifications universitaires n'est pas capable d'enseigner aux enfants ce que c'est que la tolérance.
ce que c'est que la justice, ce que c'est que la paix. Et là, c'est un problème. Donc, mais ils font des propositions au gouvernement de recruter des anciens spécifiques. Justement, est-ce que ça n'allait pas permettre de régler le problème? Et en ce moment, nous avions demandé depuis longtemps de reconvertir les enseignants du primaire détenteurs de diplômes académiques pour qu'ils puissent avoir une évolution du niveau primaire vers le niveau secondaire. En ce moment-là, si aujourd'hui le ministère appelle les enseignants du primaire détenteurs de diplômes académiques pour venir enseigner, on aurait résolu le problème. Si vous nous avez écouté depuis 2017, ce statut qui est là, on allait pouvoir résoudre des problèmes aujourd'hui. Mais notre structure syndicale, nous sommes souvent on dévance les gens dans le temps. On dévance les gens dans le temps. Et bon, je pense que le gouvernement doit voir, dans le cadre de la relecture de ce statut-là, permettre aux enseignants du primaire une reconversion. En 2008, il y a eu une reconversion. Ces gens, ils ont été reconvertis. D'autres enseignent en français, d'autres enseignent en philosophie. Ils sont au secondaire. Mais ces gens, par exemple, si vous leur demandez, ils ne vont pas dire qu'ils ne peuvent pas enseigner l'éducation civique. Voilà. Moi qui suis là, j'ai quand même une autorisation d'enseigner en philosophie. J'enseigne la philosophie au secondaire. Mais je ne suis pas du secondaire, par exemple. Mais des questions de civisme, je crois qu'on n'a pas besoin. Nous-mêmes, nous devons incarner le civisme. Nous devons incarner le modèle pour permettre à ceux-là qu'on enseigne. Ce n'est pas l'instruction seulement. Ce n'est pas la connaissance seulement qu'on déverse dans la tête de l'élève. Mais au niveau du civisme, c'est comportemental. Donc, pour vous, en résumé, cette crainte des enseignants d'histoire-géographie par rapport à la surcharge avec l'introduction de l'éducation civique n'a pas lieu d'être. Non, puisqu'ils ont démontré qu'ils ont une incapacité du fait qu'ils n'ont pas été formés. Une incapacité de pouvoir dispenser. Et comme alternative, il faut recruter. Pour eux, c'est une matière à part entière qui nécessite une certaine formation pour eux. Mais vous prenez un enseignant du primaire, il y a combien de matières qu'il dispense? Histoire géo, français, SVT, tout. Éducation civique, il y a beaucoup. Maintenant, la proposition que nous avons à faire au gouvernement pour que les enfants ne manquent pas d'enseignement civique, ou encore pour permettre de pouvoir corriger l'état de la société dû à la délinquance juvénile survenue dans les établissements secondaires, eh bien, nous proposons au gouvernement de faire la reconversion des enseignants du primaire, détenteurs de diplômes académiques, pour leur permettre d'aller solutionner cette situation. Vous faites la reconversion. Et pour la reconversion en 2008, il a suffi 2 semaines de formation pour permettre à nos camarades d'être plus opérationnels sur le terrain. Ça ne les empêche pas de choisir. Donc, une nouvelle reconversion permettra à l'État de gagner, en ce sens qu'il ne va pas mettre de l'argent pour les former, à des coûts de milliers ou encore à des coûts de millions, parce qu'ils ont déjà les bagages nécessaires pour pouvoir enseigner les disciplines au niveau du secondaire et l'éducation civique déjà qu'ils savent enseigner. Alors, dernière question avec vous, Koudgou Robert Kaboré. On a vu la thématique qui a été retenue justement pour la célébration de cette journée mondiale de l'enseignant. C'était valoriser la voix des enseignants vers un nouveau contrat social pour l'éducation. Et ma question pour vous, quand on regarde aujourd'hui, à qui incombe la responsabilité de la valorisation de la voix de l'enseignant? Est-ce à l'autorité, à l'élève ou à l'enseignant lui-même? Alors, la valorisation de la voix de l'enseignant, il faut que ce que l'enseignant représente dans la société comme lumière, lui-même, il soit un exemple. Alors, et puisqu'il faut que nous commençons par nous-mêmes, pour qu'on ne dise pas que bon, c'est les autres qu'on voit. Donc, ensuite, nous, en devenant des exemples, eh bien, c'est dire que c'est la société qui nous a aidés, nous a accompagnés à être vraiment les exemples pour pouvoir, en tout cas, impulser le développement, transformer la société. Alors, et troisième position, c'est l'autorité. L'autorité ne doit pas traiter les enseignants
comme des gens, puisque vous voyez par exemple ce qui était arrivé au sein de l'armée. L'armée, il n'y avait pas de cohésion. Et c'est ce qui est travaillé aujourd'hui avec le statut là. Au niveau de l'éducation, les gens se regardent en chien de faïence. Il faut corriger tout ça. Donc, et ça, c'est le rôle de l'État. C'est à l'État d'être vraiment État. Même si quelqu'un vient avec une revendication, tu sais, bon, voilà ce que moi je peux faire et je dois vous traiter avec équité, avec justice sociale. Mais tant que l'État même ne se remet pas en cause dans sa façon de prendre les décisions concernant et la carrière des travailleurs de l'éducation, en prenant parti pour d'autres, en laissant d'autres dans la chose, alors c'est toute une chaîne. Et chaque élément de la chaîne contribue, en tout cas, à faire changer les choses. Donc, sur ce plan, et l'État, qui doit rester l'État, et la société, c'est-à-dire les parents, voilà, vous les journalistes, etc., puisque vous-même vous êtes éducateurs, en ce sens qu'on est en train d'éduquer le peuple. Ensuite, il y a l'enseignant lui-même. Nous devons faire une rétrospection. Et évaluer notre parcours, voir à quel niveau on nous reproche de telle ou telle chose pour enfin corriger. En ce moment, alors, nos voix qui doivent porter, eh bien, iront là où ça doit aller et encore iront dans les oreilles d'autorités responsables.